Fabienne, donc tu as débuté chez IBM. Et chez IBM, tu es sur un appel d'offres, tu perds l'appel d'offres. Et pourtant, ça a été une de tes plus belles leçons de management ou de leadership plutôt, Fabienne. Absolument. Ça a été mon premier rôle modèle que ce manager. Je crois que c'est Nelson tout à l'heure qui disait c'est très facile de fêter les victoires, c'est beaucoup plus difficile de compatir aux échecs. C'est très beau, c'est très beau. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire que, et en plus c'était dans les années, on va dire 90, donc où il y avait un style de management qui n'était pas forcément ce qu'on appelle maintenant le compassionate management, la bienveillance, etc. On était plutôt direct, assez direct, assez viril. Oui, mais correct. Voilà. Et effectivement, l'échec n'était pas forcément ce qu'on célébrait, ou en tout cas dont on tirait les leçons. Et c'était un cycle de vente très très long sur un très gros appel d'offres. Donc beaucoup de déceptions de l'équipe et de moi en particulier qui avait conduit cet appel d'offres. Et là, mon manager de l'époque nous a dit, vous savez quoi, on va aller fêter ça et on va aller se faire un très très bon dîner. Voilà. D'accord, donc vous avez fait un échec et vous avez rebondi après, c'est ça? Alors d'une part on a rebondi, mais surtout ça m'a, près de 30 ans plus tard. Tu t'en souviens toujours quoi? Je m'en souviens toujours. Alors 2009, donc là, autre changement de décor, t'es DG de Columbus IT, c'était quoi ça? C'est une entreprise qui met en œuvre des systèmes de gestion, donc des systèmes ERP, qui était déjà un partenaire Microsoft à l'époque et qui était l'émanation d'une filiale d'IBM que j'avais conduit par ailleurs. 2012, donc tu rejoins Manpower, présidé aujourd'hui par Alain Roumillac. À l'époque, ton périmètre, c'était quoi, Fabienne? La stratégie de diversification du groupe, c'est-à-dire que Alain avait souhaité orienter Manpower sur une diversification autour des métiers de l'IT, de l'assistance technique. Et donc, il savait que j'avais conduit un certain nombre de redressements avant session. Il m'a dit, bon, là, on va faire l'inverse. Viens donc chez nous. Viens faire des acquisitions, parfois pour les redresser aussi, mais en tout cas pour construire quelque chose. Donc, je suis passée de l'autre côté de la barrière et j'ai conduit cette stratégie d'acquisition pendant 4 ans. Depuis 2017, donc LinkedIn. Alors, on a l'impression que ça a toujours existé. Ça a été créé quand, LinkedIn? LinkedIn, nous avons fêté nos, comme moi d'ailleurs, 20 ans cette année. Donc LinkedIn, c'est 2003. 2003, quoi. 4 fondateurs, dont un Français, un Breton. Ouais, ça, on l'oublie. Hein, voilà, mais c'est important de le rappeler. J'eusse aimé qu'il fût basque. Oui, mais on ne peut pas être parfait tout le temps. Hein. Voilà, ils sont très bien, les Bretons. Oui, aussi, Bretons. Hein. Oui. Et Reid Hoffman, donc, qui était également le fondateur de PayPal, voilà, qui est resté aux commandes de LinkedIn pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, tu l'as rappelé tout à l'heure, 1 milliard de membres. Nous accompagnons le quotidien professionnel de 28 millions de professionnels en France, donc 90% de la population active. C'est énorme quand même. Et le propriétaire, donc c'est Microsoft aujourd'hui. Hein. Microsoft est notre actionnaire, absolument. Et donc j'ai le plaisir de retrouver Jean-Philippe. Oui, la vie est un long fleuve tranquille. Et puis, alors aujourd'hui, le business model, c'est quoi? C'est-à-dire que comment tu gagnes tes sous? Parce que l'entreprise gagne beaucoup de pognon, non? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on pense à LinkedIn, c'est la vision d'origine. Ce qui a conduit ces 4 fondateurs à penser LinkedIn, et c'est ce qui conduit chacun de nos actes au quotidien et toute la stratégie. Et cette vision, elle se tient en une simple phrase dont 3 mots sont particulièrement importants. Il s'agit d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale. Les 3 mots, quels sont-ils? Opportunité économique et chaque. Opportunité économique, tu dois l'entendre sous 2 acceptions. La première qui s'adresse aux particuliers, aux professionnels, aux individus que nous sommes, donc la totalité des participants, moins une ce soir, qui chaque jour vont sur LinkedIn pour faire 3 choses. Chercher un emploi, qu'on soit en recherche active ou passive, et qu'on cherche un emploi à l'extérieur de son entreprise ou de plus en plus souvent également à l'intérieur de son entreprise, parce que se repérer parfois dans de très grandes organisations, c'est parfois un petit peu complexe, et souvent on cherche son emploi à l'intérieur de son entreprise sur LinkedIn. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, on y vient pour construire son réseau. Évidemment pour nourrir le premier point, mais pas seulement, pour partager un certain nombre d'informations. Je lance un projet, j'ai besoin d'informations, je vais rejoindre une communauté. Je veux m'informer sur les tiers-lieux, je vais rejoindre un groupe d'influence sur le sujet. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on interagit sur LinkedIn. Et puis la troisième, c'est pour s'informer.
Donc, puisque tu trouves sur LinkedIn évidemment des partenariats éditoriaux. Nous avons des équipes de journalistes dans chacun des pays, et puis l'ensemble des posts, des articles longs, des expressions et des points de vue de l'ensemble des dirigeants et des professionnels qui s'expriment et qui font qu'aujourd'hui LinkedIn est une chambre d'écho d'un certain nombre de sujets qui s'expriment dans le milieu professionnel. Ça, c'est la première définition et le premier pilier du business model. Le deuxième, il s'adresse aux entreprises et nous accompagnons les entreprises sur 3 grands domaines qui conduisent leur existence. Le premier, ce sont les talents, et on a parlé à plusieurs reprises de guerre des talents, de développement des compétences. Donc nous accompagnons les entreprises pour recruter, attirer, cibler les meilleurs talents, ceux dont elles ont besoin, et puis développer les compétences. Deuxième sujet sur lequel nous les accompagnons, l'ensemble de leurs activités de prospection, puisqu'évidemment, via LinkedIn, les entreprises de toute taille, qu'on soit une entreprise unipersonnelle ou qu'on soit un très très grand groupe comme Manpower par exemple, équipent leurs forces commerciales pour pouvoir aller construire une relation la plus qualitative et ciblée possible avec leurs prospects et leurs clients. Et puis enfin, le troisième sujet, l'ensemble des activités de communication et de marketing, puisque c'est l'occasion pour les marques d'avoir une audience professionnelle ciblée. Absolument. Voilà ce qui nous occupe. Et aujourd'hui, donc, 25 millions de Français, c'est ça, sont présents ? 28. 28. Et on peut arriver à combien ? C'est-à-dire que, on va oublier les tout petits, les tout vieux, quoi. Mais l'idée, c'est quoi ? Tu as déjà un taux d'équipement, si je puis dire, qui est déjà énorme, non, Fabienne ? Alors, sauf erreur de ma part, je crois qu'il doit y avoir 5 milliards d'actifs dans le monde. Ah, dans le monde, oui, je parlais de la France. Quoi, oui. En ce qui concerne la France, ce qui nous conduit, c'est la qualité des conversations. Et ce qui fait que les membres sont sur LinkedIn et les marques c'est un vrai truc pro. Sont sur. Voilà, c'est l'ADN. Et puis, c'est cette sécurité d'expression. Tu peux t'exprimer sur LinkedIn. Alors, il y a certes des débats constructifs, un certain nombre d'échanges, mais pour autant, en tant que dirigeant, tu ne vas pas t'exposer. Tu n'es pas là pour injurier non plus. Et la marque ne va pas non plus. Est-ce qu'il y a des menteurs, Fabienne ? Est-ce qu'il y a des gens, je ne sais pas, comme Nelson Montfort, qui sont passés par l'école du Rosé en Suisse, là, qui mettent Rosé alors qu'ils n'y sont jamais allés ? Est-ce que vous vérifiez un peu les pédigrés des membres, si je puis dire ? Alors, il y a effectivement une très, très forte vérification sur LinkedIn et l'intelligence artificielle nous y aide beaucoup. Nous avons, on a la puissance de notre actionnaire derrière nous, mais depuis de longues dates, utilisé l'IA pour faire effectivement l'ensemble de ces procédés à ces sécurités-là. Mais je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, LinkedIn est une chambre d'écho de ce qui se passe dans le milieu professionnel. Si tu veux raconter n'importe quoi sur ton profil, tu peux le faire. Aussi, quoi. Voilà. Après... charge à toi d'être un peu cohérent quand tu rentres dans le bureau du recruteur. Absolument. Aujourd'hui, c'est incontournable. Il y a plein de marques qui étaient incontournables, qui étaient présentes, qui ont disparu, qui sont mortes. Qu'est-ce qu'il faut pour que LinkedIn soit encore leader dans 10 ans ? Je crois qu'il faut 3 choses. La première, c'est cette attention constante que nous avons au détail. J'ai été frappée lorsque j'ai rejoint LinkedIn de la manière unique dont on travaille, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est une grosse machine, une plateforme, etc. Et pour autant, la manière dont nous travaillons, j'ai l'habitude de la comparer à un horloger, à un artisan. On est vraiment dans cette attention, dans ce perfectionnisme qui fait que parfois on peut être lent sur la mise à jour de certains sujets ou de prise de position, mais pour autant on a cette finesse d'exécution et je crois que ça c'est notre âme. La deuxième, c'est de rester fidèle à notre vision originelle et qui est la notion d'équité et de faire en sorte que nous offrions ces opportunités économiques à chaque membre, quel que soit son parcours professionnel, ses enjeux, ses besoins, son pays, son origine, sa culture, etc. etc. Et aujourd'hui, donc le business en France, il est florissant. C'est-à-dire que c'est un pays qui est stratégique pour le groupe ou pas ? Alors la France, c'est effectivement un pays qui compte pour le groupe. L'Europe compte énormément pour l'ensemble du groupe. Et la France est l'un des 3 pays, ce qu'on appelle les pays corps. Donc, important, quoi. C'est important. J'ai une légère compétition avec ma camarade allemande. Oui, mais t'es meilleur. Alors, je vous invite. Les problématiques de diversité et d'inclusion, c'est également un sujet qui était 2 sujets importants pour toi, Fabienne. Alors, de diversité et d'inclusion, oui, mais plus encore de déterminisme social. J'assistais il y a 5 ans environ à une conférence que donnait notre président de l'époque et qui partageait les chiffres suivants qui sont également valables pour la France et qui consistait à dire, voilà, aujourd'hui 70% des recrutements qui sont faits quand tu as déjà
une connexion dans l'entreprise. Et si tu as cette connexion-là, tu as 4 fois plus de chances d'être recruté. Si maintenant je regarde, et c'est ce qu'on analyse très souvent chez LinkedIn, ce qu'on appelle la force du réseau. Est-ce que ton réseau va te permettre d'accéder au job de tes rêves? Tu as 3 piliers qui sont les piliers assez classiques. L'environnement familial dont tu proviens, l'école que tu as fait et les entreprises dans lesquelles tu as travaillé qui ont l'opportunité de t'avoir donné un réseau. Ça a été le cas pour moi chez IBM et probablement pour beaucoup d'autres ici. Si tu as chacun de ces 3 piliers, c'est à chaque fois 3 fois un réseau 3 fois plus fort. Si tu cumules les 3, c'est 12 fois plus fort. Donc c'est exponentiel. Donc qu'est-ce qui se passe si tu es quelqu'un qui n'est pas né au bon endroit, qui n'a pas fait forcément l'école avec les réseaux, et qui n'a pas fait ni de stage, ni d'expérience professionnelle dans des entreprises qui cultivent cette culture du réseau. Et pour autant, tu as l'envie, le talent, la motivation de rejoindre les entreprises qui sont les nôtres et, et qui ont besoin de cette expérience-là. Donc voilà ce qui m'a animée. C'est la raison pour laquelle j'ai créé il y a quelques années pour LinkedIn, et on l'a déployé maintenant en Allemagne et au UK, quelque chose qui s'appelle l'Alliance Un Réseau pour tous, qui a mis autour de la table un certain nombre de DRH qui voulaient se redresser les manches à nos côtés, des associations, donc Diversidays, NQT, etc. Elisabeth Moreno, lorsqu'elle était ministre, nous a soutenus au démarrage, et maintenant Thibaut Gulli. Et l'idée a consisté à dire, voilà, autour de la table, on a une dizaine de DRH, c'était le point de départ. Il y avait Michelin, Engie, Mazars, etc. Et qui, à eux tous, comptaient environ 2,5 millions de collaborateurs. Si seulement 5% de ces collaborateurs ouvrent juste une connexion et te dit, bon ben voilà, demain tu veux travailler chez Michelin, je t'ouvre la porte et je t'aide pour passer ton entretien. Le cercle, il est juste magique. Donc voilà ce qu'on a construit et voilà ce qui me motive. Alors oui, effectivement, nous travaillons avec l'ensemble des institutions mondiales, européennes, l'UE en particulier, le WEF également, et ce qui deviendra, ou ce qui devient actuellement France Travail, ex-Pôle emploi. Nous avons d'ailleurs collaboré au dernier modèle, et nous collaborons actuellement au dernier modèle Rome en cours. Donc nous mettons à disposition l'étude sur le verdissement de l'économie que je citais tout à l'heure, nous l'avons mis à disposition effectivement du ministère. Nous réalisons pour eux un certain nombre d'études ad hoc. Il y a quelques années, nous avions réalisé une étude sur la féminisation des métiers dans l'industrie en France pour les équipes d'Agnès Pannier-Runacher. Donc nous mettons à disposition de l'ensemble de la puissance publique l'ensemble des données LinkedIn. Nous la mettons également à disposition des entreprises. Effectivement, pour pouvoir cibler les compétences dont elles ont besoin, mais également projeter les compétences dont elles vont avoir besoin. Je parlais tout à l'heure du verdissement de l'économie. Il faut garder à l'esprit que d'ici 2050, 65% de nos compétences dans tous nos jobs, qui que nous soyons ici dans cette salle, seront vertes, d'une manière ou d'une autre. Donc cette transformation en parallèle de la transformation qui s'opère via l'intelligence artificielle, elle est assez radicale. Donc oui, nous mettons à disposition toutes ces données. Bon, Fabienne, ne change pas, tu es une formidable ambassadrice de LinkedIn. Bravo, on peut l'applaudir très chaleureusement. Merci. Bravo, félicitations.